Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'interview de la semaine bien-être en compagnie de Samuel Delmas. Donc, bonjour Samuel. Bonjour. Vous êtes diplômé de l'architecture de Montpellier en 2001. Vous avez été enseignant vacataire à Montpellier entre 2004 et 2010. Vous avez été élu à l'Ordre des architectes en Île-de-France entre 2007 et 2013. Et vous avez été également vice-président de la Maison de l'Architecture en Île-de-France entre 2010 et puis jusqu'à récemment, 2016. Dans votre manière d'appréhender l'architecture, vous vous concentrez beaucoup sur la perception des espaces et le ressenti des futurs usagers. Vous créez votre agence en 2003, donc 2 ans après votre diplôme. Et en 2009, votre agence remporte 3 concours en l'espace d'une semaine. Un concours pour votre EHPAD Brousset, pour votre pôle petite enfance à Asnières, ainsi qu'une unité d'hospitalisation de psychiatrie infantile. En 2012, l'agence devient lauréate du prix européen 40 Under 40, destiné aux architectes de moins de 40 ans, et triple lauréate du palmarès Grand Public Archi Contemporaine. Et depuis, vous avez également reçu d'autres prix, dont une nomination à l'écart d'argent pour l'EHPAD Brousset. Tout à fait. Pour commencer, vos projets montrent un véritable engouement pour le traitement des questions de la perception, de la sensibilité. Cette question est ainsi au centre de votre conception architecturale. Comment cette réflexion s'est développée au cours de votre expérience ? Et y a-t-il eu des architectes, des œuvres ou des projets qui vous ont particulièrement influencé ? Alors oui, c'est vrai que dans l'approche de tous les projets, que ce soit de la micro-échelle à un bâtiment d'équipement public, l'approche et les premières bases du projet nous amènent à nous questionner sur la perception qu'aura ce bâtiment-là, aussi bien dans la relation à son espace public que dans son vécu intérieur. Et c'est sur cette base-là qu'on réfléchit le bâtiment en démarrant de l'intérieur pour lui trouver ses propriétés spécifiques et réussir à développer une perception ressentie qui nous paraît être celle qui doit être recherchée pour tel ou tel programme à tel ou tel endroit en relation avec son contexte. Et c'est vrai que c'est ce qui fonde la recherche globale du projet dans sa cohérence et son approche globale. Là-dessus, je dirais à titre personnel, sur des bâtiments qui m'ont vraiment marqué et qui, je pense, sont à visiter une fois dans sa vie pour percevoir des sensations très très fortes, parce que on vit tous dans des bâtiments, on traverse tous des bâtiments tous les jours, mais finalement, il n'y en a pas non plus des centaines qui nous font ressentir des sensations incroyables. Et dans des choses extrêmement fortes, un des bâtiments les plus marquants, c'était les thermes de Vals de Peter Zumthor, où quand on est dans cet espace-là, plein d'endroits différents et dans plusieurs séquences et plusieurs relations différentes à l'espace, on a vraiment des émotions et un ressenti vraiment très spécifique, mais aussi sur des bâtiments de RCR comme les pavillons à holotte qui sont développés. Quand on rentre dans cet espace d'accueil qui est complètement noir, où finalement on entend le bruit des crissements des gravillons quand on rentre dans le bâtiment, et puis on se rend compte que finalement dans certains de ces bâtiments-là, comme les thermes de Vals, la réflexion a été plus loin que construire un bâtiment, que construire un usage. Elle va jusqu'à ressentir des choses, écouter, entendre, sentir, ressentir, percevoir, intrapercevoir, trouver une perspective, avoir un rayon de lumière qui s'accroche sur une pierre ou sur ce crissement de simples gravillons qui fait sentir une présence qui rentre dans ce lieu quasi noir et où on se dit j'avance dans un espace où je vois pas trop où je vais et du coup on est obligé d'éveiller un peu ses sens pour dire où je vais, qu'est-ce que je vois, quelle est la lueur que je vois ici, et puis il y a une petite dame qui arrive, qui sort de nulle part et qui dit bonjour, elle allume sa bougie. Voilà, c'est quand même des choses super, et ça veut dire que la réflexion a été menée du début à la fin dans une conception globale de quels sont les sentiments, les sensations que vont recevoir les gens quand ils vont venir, traverser, etc. C'est des expériences finalement. Des expériences très fortes et qui amène par la suite, alors à notre petite échelle, avec ce qu'on arrive à développer avec le temps qu'on a sur chaque projet, chaque ambition qu'on y porte aussi à l'intérieur, au-delà systématiquement des programmes et des attentes qui nous sont données par nos maîtres d'ouvrage. Voilà, c'est quelques événements comme ça, je dirais marquants, qui nous questionnent sur chaque fois maintenant qu'on dessine une maison, un espace, quelle que soit l'échelle, sur qu'est-ce qu'on pourra apporter dans cette relation à l'espace qu'on va développer. Mais dans des choses plus historiques, je dirais. Cet été, j'ai visité l'abbaye du Toronnet, derrière, un peu plus dans le nord de Aix, en Provence.
et où dans cet espace-là, qui est du 15e siècle, et juste du 12e siècle, des espaces incroyables avec des lumières qui arrivent, la relation à la pierre, des relations, voilà, vraiment de l'espace pur et en l'occurrence de la méditation quasiment qui se passe là-dedans. Donc voilà, il y a des bâtiments plus marquants que d'autres. Peut-être un dernier sur l'île de Teshima au Japon, le musée d'art contemporain de Nishizawa, qui est une simple voûte en béton blanche avec une légère incurvation du sol où il y a des perles d'eau qui apparaissent et qui viennent mourir dans des micro-cuvettes, voilà, et on peut rester 3 heures devant. C'est des espaces incroyables à vivre. Moi je l'ai vécu avec mes enfants et alors qu'ils sont plutôt remuants, ils ont pu rester 3 heures assis à regarder juste les perles d'eau qui sortaient de terre. C'est des bâtiments d'exception, tout ça, mais à la fois sur chaque petit programme, que ce soit du logement collectif ou individuel, on se dit voilà, est-ce qu'on arrive à toucher un petit peu quelque chose, voilà, une simple relation à l'extérieur qui est un peu spécifique grâce à un cadrage, grâce à une mise en lumière, grâce à une ouverture ou un dessin, simplement un détail de menuiserie qui vient accompagner ou faire disparaître des éléments construits qui polluent un petit peu la perception d'un simple volume, d'un simple espace. Donc pour en revenir au traitement de la sensibilité dans l'aménagement, sous quels aspects selon vous cela peut se manifester et quelle influence peut avoir l'environnement bâti sur cette sensibilité? Alors je dirais que, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment une tentative de recherche des 5 sens, bien que souvent on en réfléchit plutôt à 2 plus qu'à 5. Mais dans cet esprit-là, c'est dans l'aménagement même intérieur et les configurations spatiales, c'est effectivement offrir déjà des possibles dans certaines configurations, réussir à trouver des perceptions, des perspectives qui s'ouvrent et qui se dégagent dans les espaces, qui déjà donnent une certaine fluidité à l'espace. Et ça s'accompagne d'une réflexion aussi bien dans l'architecture, je dirais, de l'enveloppe du bâtiment que dans son intériorité, une recherche d'une cohérence globale dans ces 2 paramètres qui ne font qu'un dans les projets. Et donc la recherche d'aménagement, de détails va dans cette logique de recherche d'une certaine harmonie. Et je dirais même que ça nous, en tout cas dans les projets de l'agence, on essaie de le travailler en réduisant, en limitant le vocabulaire qui est utilisé dans les projets pour ne pas cumuler trop d'éléments. Et ça demande finalement, pour réussir à limiter les éléments, à dessiner du sur-mesure en fait, un peu tout le temps. Que ce soit un garde-corps ou une menuiserie ou un seuil de porte. Se reposer la question sur qu'est-ce qui fait qu'il y aura une certaine fluidité ou au contraire une certaine limite qu'on veut marquer dans ces endroits. Donc, et dans les projets que vous avez cités, qui sont les 3 projets qu'on a gagnés en 2009 simultanément, ces 3 projets-là reflètent ce travail-là aussi de mise en place du ressenti. Et le centre psychiatrique pour enfants, par exemple, c'est un bâtiment où le principe général qu'on s'est donné pour construire et réfléchir chaque détail, ça a été qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit le plus simple possible, le plus fluide possible, que les enfants se sentent heureux, si on peut dire, ou en tout cas tranquilles, apaisés quand ils rentrent dans ce bâtiment-là, sachant que généralement c'est des périodes de crise dans lesquelles ils sont amenés à passer. Et finalement, ce qui est très agréable et certainement une des choses les plus sympathiques, c'est que une fois qu'on a livré le bâtiment, quelques mois après, les psychologues et psychiatres nous ont dit qu'effectivement, eux se sentaient bien et que les enfants aussi arrivaient là-dedans avec un certain apaisement. Donc voilà, ça c'est quand ça fonctionne bien. Et voilà. Et on peut se demander comment vous faites justement, parce que concevoir et vivre un lieu, c'est des choses qui sont vraiment assez diverses, faire des expériences différentes. Et comment justement vous pouvez prendre en compte cet aspect sensible de l'espace, parce que ça peut paraître vraiment complexe, parce que la phase de conception elle est assez abstraite pour réussir à se projeter dans la réalisation justement du bâtiment. Est-ce que vous avez une méthodologie ou des réflexes que vous avez adoptés face à cette problématique? Alors je dirais que c'est vrai que la question de la perception est relativement subjective quand même, pour une partie en tout cas la façon dont nous on peut l'approcher chacun individuellement. Là-dessus je dirais que ça passe dans si on peut dire des outils qu'on a pu
qu'on utilise au quotidien, mais qui sont des outils courants pour un architecte. C'est vraiment cette première phase de réflexion sur le projet lui-même, avant de commencer à dessiner les choses. C'est qu'est-ce qu'on veut faire sentir, qu'est-ce qu'on veut raconter, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans pour arriver à cet objectif-là. Il faut l'avoir en permanence à l'esprit pour ensuite développer le plan, la façade, les détails, la géométrie, l'organisation des choses. Je dirais qu'en face à ça, pour garder cette ligne de conduite, depuis pas mal d'années maintenant, systématiquement, lorsqu'on fait une esquisse, on écrit aussi un petit haïku de 3 petites lignes qui juste font référence à la sensation ou les deux sensations ou la matérialité qui nous intéresse à travailler là-dedans, sur lequel on se raccroche quand on se pose une question. Est-ce qu'on doit mettre la fenêtre à gauche ou à droite? On se dit quel est le plus logique par rapport à ce principe très général d'ouverture, de perception ou autre. Donc c'est un petit peu comme tu penses bête quand on se répète comme un mantra qu'on pourrait avoir. Et ça, je dirais que dans cette idée de recherche d'harmonie aussi que j'évoquais tout à l'heure, en ce moment même, on essaye de se confronter à la notion de Feng Shui. Comment sur les projets, on va essayer d'intégrer cette notion-là, en plus de toutes les contraintes qui sont plutôt à millefeuille quand on dessine un bâtiment. Comment on peut rajouter cette approche-là dans les dessins qu'on va faire. Donc ça c'est une étape de plus qu'on essaie de passer en ce moment même. Et je dirais que dans les petits outils utilisés, je dirais que le simple dessin de croquis pour essayer de se faire une image de l'espace qu'on projette et de comment on peut l'ajuster pour le rendre un peu plus intéressant. Et ça, malgré tout, le petit croquis à la main, ça marche encore vraiment très bien. C'est ce qui est le plus efficace, le plus rapide. Encore mieux qu'une super belle 3D pour réfléchir et faire des choix, des arbitrages. Encore aujourd'hui, on le fait sur tous les projets, tous les jours. Voilà. Et même si l'outil informatique est l'outil quotidien de travail, ça reste pour faire des choix, des arbitrages, l'outil qui est le plus efficace. Et puis par rapport à ces réflexes sur cette problématique, je dirais que grâce à l'expo qu'on a faite en 2016, où on a fait une rétrospective un peu des projets qu'on avait construits, j'ai pu m'apercevoir de certains tics un peu qu'on avait pu prendre en racontant les projets à un journaliste. Je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait des familles qui se dégageaient, qu'il y avait certaines typologies d'espaces qu'on mettait en place un peu systématiquement parce qu'on trouve que c'est intéressant d'avoir telle ou telle relation. Et par exemple, on a pu se rendre compte que sur toutes les maisons qu'on a pu construire, on en a construit 5-6, à chaque fois on avait développé un espace complètement traversant dans la maison. C'est-à-dire qu'il pouvait s'ouvrir de part et d'autre de la pièce et que ça faisait vraiment rentrer un extérieur dans la maison et que ça crée ces espaces un peu de tubes poreux à l'intérieur des gabarits de maison. Et on le fait aussi d'ailleurs sur des équipements ou sur des logements collectifs, ça nous arrive aussi. Mais à l'échelle de la maison où c'est tout petit, où il y a un seul espace réfléchi, c'est plus probant de voir ces tics un peu de langage qu'on a pu mettre en place. Et dans cette même relation, je dirais qu'il y a un point important de la relation à l'extérieur. Maintenant, je le dis un peu systématiquement, c'est que souvent dans les projets développés, alors ça se voit dans le plan, mais ça se voit surtout quand on visite le bâtiment, dans les photos, etc., c'est toujours beaucoup plus compliqué à le percevoir, c'est de rentrer sur un extérieur. En fait, c'est un peu une façon d'écrire les projets aussi qu'on a. Et c'est d'offrir une vue, une perspective, un patio, c'est un vocabulaire qu'on retrouve dans beaucoup de nos projets, pour retrouver un extérieur qui soit un intérieur et que les deux choses se croisent un petit peu et floutent une certaine limite du gabarit. Voilà, c'est deux petites choses auxquelles j'ai pensé qui étaient effectivement des petits tics d'approche et de comment finalement on mettait en avant le ressenti dans les projets. Vous en avez parlé vous-même lors des premières questions. On remarque dans votre agence que vous avez traité des projets qui ont vraiment différents usages et différentes échelles finalement. Oui. Vous avez dû ainsi concevoir des projets d'habitat de logement, des projets à l'échelle d'îlots, que ce soit des bureaux, des centres hospitaliers ou encore l'unité psychiatrique dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y a des disparités et des similitudes dans le traitement de ces programmes qui sont multiples et qui sont à des échelles vraiment différentes? Alors oui, effectivement, il y a bien sûr des deux. Je dirais qu'en ce moment même, à l'agence, on a un projet qui fait 8 mètres carrés et puis un projet qui fait 26 000 mètres carrés.
Et on jongle entre ces deux univers-là, en y passant à peu près autant de temps sur les 4 mètres carrés que sur le 26 000, j'exagère à peine. Mais dans le travail et l'approche, je dirais que la façon de se questionner, de s'enrichir des espaces est la même, quelle que soit l'échelle du bâtiment et quel que soit le programme. Le complément d'usage qu'on cherche à y amener aussi, c'est vrai que dans chaque projet, on développe un peu 4 ou 5 axes de réflexion qui sont d'une part une réflexion structurelle sur comment le gabarit, l'exosquelette de notre bâtiment va pouvoir d'une part muter et être en soi un élément propre, intéressant et flexible pour que, à minima, ce squelette-là puisse perdurer et donner des usages variés. Il y a ceux qu'on imagine aujourd'hui, mais aussi ceux qui viendront dans 100 ans ou 50 ans quand on va le reconfigurer, le restructurer. Il y a la question de la matérialité que j'évoquais tout à l'heure sur voilà, nos bâtiments sont plutôt des bâtiments monomatières et ça c'est dans cette idée de percevoir certaines choses différemment. Alors que c'est vrai que quand on se dit on construit un bâtiment en briques, on le construit totalement en briques, le plus possible. Et du coup on se retrouve avec de la brique des fois qui est au sol, de la brique qui est au mur, de la brique qui peut redescendre en surface de plafond. Et du coup le matériau amène une approche et une perception un peu spécifique. Il n'est pas utilisé uniquement dans l'endroit le plus classique qu'on le retrouve habituellement. Et ça amène du coup une approche de la lumière, de la texture de la matière, du fait qu'on peut toucher cette matière-là à son niveau alors que d'habitude elle est en plafond, et ainsi de suite. Et ça nous semble être un élément important du bien-être qu'on peut ressentir dans le bâtiment grâce à cette certaine simplification des matières et des façons de développer certaines géométries aussi. Donc, il y a aussi une logique de géométrie dans les bâtiments qu'on essaie de trouver et qui, à notre sens, à travers la simplification de la lecture aussi du nombre de détails et d'éléments techniques qui sont nécessaires mais pas forcément nécessairement vus, vont en simplifier l'espace pour donner un certain bien-être, on espère, dans la perception du ressenti de l'espace. Et dans les disparités, après bien sûr, il y en a de nombreuses, vu les échelles de projet entre les demandes sont très différentes ou les moyens qu'on nous donne pour y arriver. Il y a effectivement beaucoup de disparités dans tous ces programmes-là, mais l'approche, je dirais, le fil rouge traverse tout ça. Et pour un petit peu évoquer la question du ressenti et de la perception, pour y revenir, vous avez été enseignant vacataire à l'ENSA Montpellier. Et est-ce que selon vous, dans les écoles d'architecture aujourd'hui, la question, et peut-être principalement à Montpellier, la question de la perception dans le projet est suffisamment abordée ? Alors c'est un sujet très compliqué, je pense, à appréhender et à expliciter et enseigner. Je dirais que ça fait partie des choses un petit peu qu'on apprend sur le tas, qu'on apprend à travers ces découvertes si personnelles. Alors bien sûr, elles sont guidées, orientées par les enseignants qui donnent des pistes pour acquérir ça. Mais c'est vrai que la visite physique de bâtiments, c'est quand même un élément clé de la compréhension de ce qui se passe. Et je dirais que ce soit des bâtiments d'exception ou pas du tout d'exception, d'ailleurs, les deux sont aussi intéressants, dans le sens où on découvre des choses qui sont parfois aussi dérangeantes et qu'on peut rayer de toute hypothèse future, alors qu'on peut penser que c'est une bonne idée au départ. Donc les deux éléments sont pertinents. Pour aborder cette notion de perception humaine, il y a une question d'avoir une réflexion personnelle sur ce qu'on veut voir ou faire sentir, je dirais, et qui passe par un peu de temps pour se poser un petit peu au démarrage d'un projet, et puis ensuite par un peu de temps de dessin et de maturation du projet qui est nécessaire pour se redonner des objectifs clairs à travers une thématique. Au cours de vos projets, vous mettez une importance particulière sur l'insistance du réel. Oui. Est-ce que vous pourriez nous éclaircir en quelques mots sur cette notion et aussi la manière dont vous la prenez en compte dans vos travaux et vos réalisations ? Alors, je dirais que ça, c'est que finalement tout ce qu'on conçoit, qu'on projette, qu'on conceptualise, pour moi n'a qu'un intérêt direct, c'est finalement construire le bâtiment, construire les espaces, pour ensuite peut-être faire
en tout cas faire vivre des gens dedans et j'espère avoir un vécu agréable à l'intérieur. Donc à partir de là, c'est vraiment une question de pratique et de praticien. Et en ça, je trouve que c'est extrêmement important que les enseignants d'architecture restent des praticiens parce que finalement, c'est quand même ça. La réalité de notre métier, c'est pas simplement de faire de la conception dans l'abstrait et de jamais construire parce que finalement, ça bénéficie à pas grand monde. Donc il y a cette idée d'une certaine réalité construite. Une réalité construite qui va, je dirais, au-delà du détail. Dans nos différents projets, on dessine énormément de détails pour arriver à certaines finitions, certaines approches, pour faire sentir certaines choses. Et en fait, cet élément-là, il est nécessaire pour rendre réelle l'idée qu'on s'est faite au départ. Et à contrario, ça veut dire que des fois, il y a des détails qui sont des détails dessinés pour donner la sensation et non pas pour répondre à de la technicité directe, ou des fois qui peuvent paraître un peu alambiqués dans la mesure où, pour réussir à supprimer une ligne, supprimer un trait dans un cadre, on détourne un peu quelque chose. Et on se retrouve à dessiner des fois des choses qui sont naturellement plus compliquées que le basique et finalement pour arriver à une notion de ressenti. Et ça, au départ, en tout cas, on peut se dire ah oui, mais c'est pas une réalité constructive, c'est pas. Oui, effectivement, ce n'est pas une réalité constructive. La réalité est là et donc elle est, je dirais, obligatoire physiquement de se mettre en place. Mais la perception qu'on lui donne, et quand on regarde par exemple les termes de valse que j'évoquais tout à l'heure, quand on regarde les détails constructifs, c'est absolument pas de la pierre massive et c'est pourtant tout le ressenti qu'on en a, c'est réussi. Donc quand j'ai vu ce détail-là, ça m'a permis d'être complètement décomplexé de la relation au détail de la vérité constructive qui, à mon sens, a un intérêt majeur sur 80% du projet, mais sur 10 ou 20% du projet, on va au-delà pour donner un peu plus de sens ou d'émotion. Un exemple concret, c'est par exemple un porte-à-faux pour éviter d'avoir une descente de charge à un endroit où on voudrait avoir une grande relation à l'extérieur. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est la notion de porte-à-faux, on l'a sur quelques projets de l'agence, parce que du coup, on se sent magiquement abrité par quelque chose. Et on se demande un peu comment tout ça peut tenir. Et voilà, quand on en voit l'exosquelette, on comprend que finalement c'est un peu compliqué de tenir tout ça. Mais que finalement, je pense par exemple à la crèche Janière, où tout le projet se développe sur une simple idée qui est de dire on a des enfants qui sont à la crèche sur chaque étage. Et comme ils n'ont pas le droit de descendre dans le jardin tout seul ou avec un accompagnement qui serait trop nombreux pour le faire au quotidien, on leur a généré des espaces extérieurs à chaque niveau. Et ça fabriqué un bâtiment assez complexe en termes de géométrie qui se déforme et qui crée des terrasses à chaque étage. Et ces terrasses les unes sur les autres qui se donnent du jour ou pas viennent être protégées par un porte-à-faux. Et donc le tout petit enfant qui est là-dedans se sent abrité tout en étant dehors et puis à cette relation extérieure qui est forte. Voilà, sur cette notion de réalité, j'aime bien aussi dire qu'on nous demande d'être réaliste tout en essayant de faire un peu l'impossible pour réussir à générer ces espaces dédiés. Une question un peu plus large et qui s'éloigne un petit peu de la simple production de l'agence. Selon votre expérience, à votre avis, quelle est la place de l'architecte dans la société aujourd'hui? Et plus personnellement, quelle est votre posture d'architecte? Alors je dirais que là-dessus, il y a plusieurs paramètres dans la question. Il y a l'aspect, je dirais, sociétal de comment un architecte se positionne dans tout ce complexe. Ayant été même conseiller à l'ordre des archis, dans cette idée je dirais, du bien commun, ça questionne sur la prise de parole, la prise de position ou la visibilité des architectes dans la société, qui finalement est assez faible à l'échelle médiatique et de prise de posture, ce qui est certainement très dommageable. Après, faut-il avoir le talent et le courage de savoir s'exprimer sur plusieurs sujets comme ça, mais c'est vrai que, en tout cas, j'aurais tendance à dire qu'on gagnerait à ce qui est plus de notion d'architecte conseil
quelle que soit l'échelle, quel que soit le projet et quelle que soit la formule, sans qu'elle soit administrativement réglementée même, parce qu'aujourd'hui on raisonne à l'architecte, c'est le permis de construire, c'est des obligations, etc. Donc on voit l'architecte à travers une obligation réglementaire, malheureusement, et pas tellement à travers une approche nécessaire et intéressante pour tout un chacun pour développer même son cabanon de jardin ou comment il fait son extension de sa maison dans son zone pavillonnaire pour faire en sorte que les choses prennent du sens. Et cette notion de conseil-là, je pense que si on pouvait amplifier ce phénomène-là, ça serait du bonus pour tout le monde. Et dans cette notion de conseil, il y a aussi cette notion d'urbaniste qui pour moi est importante. Donc à l'agence, on essaye toujours de se questionner sur quelle est l'urbanité que développe chacun de nos bâtiments quand on n'a pas la main sur vraiment un petit secteur. Et ça, c'est cette relation permanente au contexte finalement toute simple et un peu naturelle et évidente qu'on va tout savoir, je pense, mais qui permet de mettre un petit peu un petit caillou blanc, une petite brindille dans l'ensemble de l'assemblage pour réussir à fabriquer quelque chose qui ait du sens globalement. Et par rapport à cette question-là, on peut même se dire que, à contrario de ce qui est la tendance du moment, personnellement sur la partie sur la réflexion urbaine participative à tout va, personnellement je pense que c'est une hérésie par rapport au fait que finalement quand on fait des choix d'urbanité, on les fait en connaissance de cause, avec une certaine savoir. On demande à des spécialistes, que ce soit architectes, urbanistes, de réfléchir ça, sociologues associés à tout ça. Mais je trouve que c'est une erreur de se dire qu'on peut faire du participatif sur de l'urbanisme parce que finalement, tout un chacun, quand on est interrogé en tant que simple habitant du quartier ou futur habitant, va toujours avoir à l'esprit son intérêt soit personnel, ce qui est naturel dans un premier temps. Mais l'idée de l'urbaniste qui coordonne tout ça, c'est d'avoir une vision globale qui ne va pas dans l'intérêt du promoteur ou dans l'intérêt du maire ou dans l'intérêt de l'habitant, mais de donner un intérêt à tous, de se retrouver sur un partage de projets et d'idées. Et pour avoir vu quelques réunions publiques, ou même pour en animer de temps en temps lorsqu'on a des petits bouts de quartier à faire, le seul aspect participatif qui est fait finalement dans ces concertations, c'est plutôt une contrainte supplémentaire au regard de son propre vécu ou de son propre positionnement dans le quartier, pour dire oui mais là vous montez un étage de trop face à ma maison, ou c'est pas du tout une réflexion positive collectivement à l'échelle de la ville, parce que cet étage de trop il est peut-être super intéressant pour la vue qu'aura cet appartement, pour le gabarit urbain que ça va développer sur la rue, pour les ombres portées à tel ou tel endroit, etc. Et donc c'est vrai que par rapport à ça, moi je me mets un peu en faux là-dessus, parce que je pense qu'il y a un intérêt à faire participer les gens en amont, mais pas du tout dans l'arbitrage et dans la décision, qui elle doit rester dans la main des sachants qui ont l'expérience et pourquoi on fait ça ici ou là et pourquoi on le fait pas. Parce que c'est pas juste le voisin qui a sa vue ou pas, c'est des réseaux sous la voirie, c'est une largeur de trottoir qui peut être intéressante ou pas, c'est des milliards de paramètres qu'on essaye de synthétiser chaque fois qu'on décide un plan de masse, chaque fois qu'on décide un gabarit. Donc ça peut pas se faire dans une concertation de 2 heures avec des gens qui lèvent la main. Et chaque fois que nous on a pu y participer dans le cadre de ZAC, finalement on a trouvé que l'apport était finalement assez médiocre en termes de qualité d'échange, de réponse et de pertinence sur l'évolution du projet qui pourrait être mis en place. Donc par rapport à ça, je trouve que c'est intéressant que l'architecte prenne davantage sa notion de conseil, mais par contre dans la notion de mise en place d'un programme ou d'une approche, en tout cas urbaine, mais c'est vrai aussi pour une approche de programme de bâtiment, c'est-à-dire comment un maître d'ouvrage nous donne son programme. Là aussi c'est un élément majeur du développement du projet, et si on veut faire quelque chose de qualité où on cherche le bien-être de tous là-dedans, eh bien c'est très intéressant qu'il y ait un architecte qui ait mis la main à la pâte dans le montage du programme et dans l'accompagnement d'un maître d'ouvrage sur qu'est-ce qui sont des points clés du programme et qu'est-ce qui sont des points où il faut laisser justement un libre arbitre à l'architecte qui sera choisi pour développer le projet et amener la plus-value qui est nécessaire
plutôt que rédiger des tableaux Excel à X lignes qu'il faut essayer de cocher l'un derrière l'autre et qui ne font pas un projet quand on additionne des surfaces. Sinon on laisserait faire l'intelligence artificielle, mais je pense qu'on a encore pas mal de marge pour ça. Et vous, du coup, votre posture, c'est un peu d'aller dans ce sens, de travailler davantage avec peut-être les urbanistes ou dans cette posture de conseil Oui, c'est pour ça que moi je me suis engagé avec l'Ordre des architectes, c'est aussi pour essayer de mettre ça en place. On a même fait avec l'Ordre Île-de-France des tables rondes, mais même des temps de mise à disponibilité d'un architecte pro du grand public pour se questionner sur sa vision, etc. Et je dirais que même dans cet aspect de conseil, je dirais même plus loin, je dirais que ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait davantage de maires architectes, parce que ça permet, quand ça arrive, et c'est très très rare, d'appliquer une certaine réflexion à l'échelle de la ville. Et mine de rien, je dirais que l'aspect urbain et développement de sa propre ville pour un maire, c'est 50% de son job. C'est comment il va donner sens à sa ville, à ses équipements, à ses restructurations de quartier, ou les choix stratégiques qu'il va faire sur l'implantation d'un équipement ou d'un centre commercial qui peut anéantir pas mal d'efforts urbains et sociaux en termes de configuration. Votre agence dit vouloir interpréter d'une nouvelle façon la fameuse expression « less is more » de Mies van der Rohe. Quelle est finalement cette nouvelle interprétation ? Alors je dirais que effectivement on n'a pas le talent de Mies van der Rohe dans nos dessins et pas la rigueur de son dessin. Ça n'empêche que quand j'ai eu l'occasion de visiter 2-3 bâtiments construits par lui, c'est chaque fois un vrai émerveillement. Mais quand j'ai évoqué cette phrase-là, c'est parce que finalement, dans cette approche du less is more, c'est de la façon dont nous on l'approche, c'est cette recherche d'une certaine simplification des choses en termes de perception pour amener plus d'émotions à l'intérieur des bâtiments. Si vous deviez nous partager un fait marquant survenu dans votre parcours, lequel choisiriez-vous ? Peut-être un fait marquant qui témoignerait justement de ce rapport entre l'architecture et le bien-être. Alors, comme ça fait déjà plus de 15 ans que l'agence existe, il y a eu pas mal de petits faits marquants. Ouais. Mais dans les choses, moi, qui m'ont touché, je dirais, forcément la première fois où on voit un premier mur se dresser d'un projet qu'on a dessiné, c'est quand même une sacrée sensation de voir quelque chose se construire sur la base de ce qu'on a pu concevoir. Et 2 ans après, ou 1 an après, de le voir construit, de le parcourir, et voire même en l'occurrence, moi, ma première maison, je l'ai construite pour une cousine. Et donc tous les ans, je passe un jour ou deux chez elle. Et donc, je perçois cet espace-là et je perçois une certaine qualité et les retours que les habitants nous font en direct, qui sont super agréables. Ça, je dirais que c'est certainement dans les éléments les plus marquants, c'est effectivement quelques retours qu'on a de temps en temps comme ça sur des bâtiments construits. Je pense que qui m'a le plus marqué, c'est un jour quelqu'un qui nous a appelé à l'agence et qui m'a indiqué qu'il avait fait la visite de notre EHPAD dans Paris 14e, qui était nominé à l'équerre, et qu'il avait visité déjà pas mal d'EHPAD pour mettre sa maman en maison de retraite. Et que quand il avait visité ce bâtiment-là, il était hyper rassuré, hyper serein de pouvoir laisser sa mère comme ça dans un bâtiment avec des gens qu'il ne connaissait pas. Parce qu'il avait trouvé que c'était agréable à vivre et se dire qu'il confiait sa famille la plus proche dans ce bâtiment-là avec le personnel qui l'accompagne. C'était hyper rassurant. Et donc ça, c'était juste super. Donc, voilà, ça fait partie des choses peut-être les plus marquantes. Et après, et ça rejoint ce bien-être. Voilà, indirectement. La thématique du jour. Ouais. Et une petite dernière question qui n'est pas des moindres. Est-ce que vous auriez un conseil en direction des étudiants qui regardent cette vidéo aujourd'hui ? Je peux tenter, mais je dirais en tant que jeune architecte qui sort de l'école, qui fait
son premier projet à travers une agence ou personnellement, c'est que finalement, chaque chose qu'on dessine, qu'on conçoit, ça prend une réalité constructive, ça devient un espace où les gens vont vivre, etc. Et donc on a quand même une certaine responsabilité à dessiner ça. Et donc ça questionne quand même pas mal. Et ça demande aussi à ce que chaque fois qu'on fait un coup de crayon, on se pose toute une série de questions qui est derrière pour aboutir à l'arbitrage de est-ce qu'on fait ça ou ça. Et donc chaque petit élément, c'est un élément dans un parcours, une démarche et des choses qu'on va construire ensemble, que ce soit un salarié ou que ce soit une personne en libéral. Et donc chacun a ses cartes en main pour développer des petites choses. Et c'est ce qui fait ce cumul qui donne du plaisir déjà et puis qui permet d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Et donc chaque petit pas, c'est un pas important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de micro-projet. C'est-à-dire que le premier projet, le premier réaménagement de la maison de sa grand-mère ou le cabanon qu'on va construire, je sais pas où, et que le premier bâtiment qu'on va dessiner, finalement, ça va être notre première référence. Donc, le premier projet sur lequel on va tout mettre. Et c'est lui qui va donner un peu le là de ce qui va se faire de façon individuelle après. Donc je pense qu'il faut être très vigilant à chaque petit acte de construire qu'on fait. Et ça revient un petit peu, ça rejoint ce que vous disiez, que peu importe l'échelle finalement, oui. L'intention, elle peut toujours être la même. Oui, tout à fait. Donc voilà, je pense que son premier stage, c'est hyper important de le bien choisir, parce que avec l'agence dans laquelle on va démarrer cette relation professionnelle, on va se construire des choses, on va apprendre des choses, des réflexes bons ou mauvais, et donc il faut bien choisir sa première agence, son premier stage, je pense, parce que ça, mine de rien, ça marque les choses, et puis ça génère son deuxième stage, et puis ça génère son premier boulot, et puis donc tout ça s'enchaîne, et donc il faut essayer de bien réussir chaque petite étape. Mais je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé pour cette interview. Bon, avec plaisir.